Oui, donc tout Pardon. à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit j'ai vu très peu de victimes dans les tribunaux et ça montre la difficulté de l'accès au droit. Alors ça, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire par là, parce qu'il se peut que les victimes, si elles sont correctement représentées, voient que c'est plus avantageux de ne pas assister au procès. Donc, est-ce que vous pouvez détailler un peu ça? Pour le détailler, enfin voilà, je vous donne un exemple d'un procès que j'ai observé. Donc c'était un procès d'un réseau de proxénètes roumains. Et quand l'OCRET a mené cette enquête, ils ont arrêté 35 femmes. Donc c'était quelques temps après le vote de la LSI. Et sur ces 35 femmes, aucune n'a voulu témoigner. Donc elles ont toutes été expulsées vers la Roumanie. Voilà, pas de témoignages, pas de plainte, elles n'avaient pas de papier, donc elles ont été renvoyées en Roumanie, où il n'y a eu aucune prise en charge associative ou quoi. Et en fait, l'OCRET est quand même allé voir ces femmes en Roumanie pour les interroger. Et il y a une personne qui est restée en France qui a réussi à échapper à ce contrôle de police. Son nom a été donné. L'OCRET a réussi à la contacter. Ils lui ont dit soit tu dénonces et tu as des papiers, enfin, tu déposes plainte, etc. Mais en cas de... Voilà, tu seras expulsé. C'est à l'époque où les Roumains, ils avaient encore besoin de visa, etc. Bon. Et donc, c'est la seule personne, en fait, qui a effectivement déposé plainte. Et c'est quelqu'un qui s'est constitué partie civile, qui a demandé réparation et qui est venu au procès. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. Mais vous voyez, sur 35 personnes, alors moi, je ne dis pas qu'elles ont toutes travaillé sous la contrainte. Je n'entre pas dans ces considérations. Je dis simplement, ce sont la difficulté de l'accès au droit. C'est vraiment ça. Ce n'est pas facile de déposer plainte. Ce n'est pas facile de témoigner. Ça a un coût énorme. Et vraiment, quand vous allez par exemple dans les tribunaux et que, il y a une violence on peut pas dire qu'il n'y a pas de violence de proxénètes, que c'est simplement des gens qui protègent, etc. Non, il y a aussi de la dépendance et de la contrainte et de la violence, mais dans un contexte qui le favorise. Donc celui de non-accès au droit. Rien n'est fait pour que les personnes puissent effectivement accéder au droit. Oui, d'accord. Donc, c'est ce que vous dites, c'est pas seulement il n'y a pas de présence physique dans les tribunaux, mais c'est même ils peuvent pas faire valoir leurs droits, quoi. C'est parce que elles pourraient très bien faire valoir leurs droits tout en n'étant pas présentes dans les tribunaux. C'est simplement ce que je veux dire. Ouais, mais Et en fait, oui, une dernière question de ma part. Vous parlez souvent de proxénétisme aggravé. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le proxénétisme aggravé. Et puis, qu'est-ce que le proxénétisme? Parce que est-ce qu'on ne parle de proxénétisme uniquement pour les travailleurs, travailleuses du sexe? Parce que moi, j'ai un autre exemple. Une personne que je connais qui était sans papier, qui a travaillé même pour une administration. Et comment a-t-elle fait? Eh bien, il y avait une compatriote qui lui avait passé ses papiers. Et donc, elle travaillait sous le nom de cette compatriote qui encaissait le salaire et qui ne lui en retournait qu'une partie. Jusqu'au jour où elle a refusé de lui payer carrément une partie du salaire, et elle est venue donc en larmes auprès de son employeur qui était une personne, enfin un citoyen quelconque, hein. Et donc à partir de ce jour-là, il l'a payé en liquide pour qu'elle puisse avoir son salaire. Et lui payait, donc, il payait l'URSSAF. La personne, donc, s'était retrouvée, la compatriote s'était retrouvée enceinte, donc elle voulait les congés payés, enfin, les congés de maternité, etc. En fait, le proxénétisme est défini très largement en droit français. C'est toute personne qui aide ou assiste la prostitution d'autrui. Donc, c'est pour ça que quand on parle de proxénétisme aggravé,
c'est des situations, soit parce qu'il va y avoir de la contrainte, soit c'est parce que ça va être en bande organisée, soit parce que ça va être sous la menace. Donc c'est des situations particulières de proxénétisme. Mais les infractions de proxénétisme concernent exclusivement la prostitution. Ce sont des outils de lutte contre la prostitution. Après, il se trouve qu'il existe, notamment depuis 2013, tout un tas. Il y a eu l'introduction de la traite des êtres humains. Il existait les conditions de travail et d'hébergement indignes qui permettaient de lutter contre des conditions de travail, d'exploitation ou autres. Depuis 2013, le code pénal a été assez largement étoffé avec l'introduction du travail forcé, de l'esclavage, de la réduction en servitude, qui permettent justement d'appréhender toute forme de travail forcé et d'exploitation beaucoup plus largement que les infractions d'un côté de traite des êtres humains ou de conditions de travail indignes et de l'autre côté de proxénétisme, mais avec du coup ce paradoxe au nom de la lutte contre la prostitution, puisque la prostitution reste dans cette situation où ce n'est pas illégal, mais on lutte contre avec ces infractions spécifiques qui sont celles de proxénétisme définies hyper largement, qui fait qu'à un moment donné, plus personne ne sait véritablement de quoi on parle quand on parle de proxénétisme. Alors chez les juristes, on a pris l'habitude d'opérer une distinction entre le proxénétisme de soutien et le proxénétisme de contrainte pour distinguer le proxénétisme contraignant et toute forme d'aide ou d'assistance à la prostitution d'autrui, parce que je veux dire, il faut bien avoir à l'esprit que ça n'implique pas d'échange financier. Si je prête mon appartement à une travailleuse du sexe qui travaille dans mon appartement et que je suis au courant qu'elle travaille dans mon appartement, je suis proxénète. Absolument. Et je veux dire, moi j'ai coutume, il se trouve que même les enfants. Les enfants des personnes prostituées qui peuvent être considérés comme proxénètes. Moi ça fait longtemps que je suis dans le milieu associatif. J'estime que pour avoir aidé un certain nombre de travailleuses du sexe à faire leur déclaration de revenus, que ce soit d'impôts ou de cotisations sociales, probablement que je suis un peu proxénète, puisque j'ai aidé et assisté à la prostitution d'autrui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bien évidemment, il n'y a pas eu de poursuite, et presque malheureusement, parce qu'on aimerait... Enfin, je veux dire, un peu ironiquement, on aimerait bien qu'il y ait des poursuites qui atteignent ce degré d'absurdité pour pouvoir souligner à quel point la définition de cette infraction n'a pas de sens en fait cache des infractions sans victime véritablement, ce qui est possible dans le code pénal. Je veux dire, la logique pénale n'implique pas nécessairement qu'il y ait des victimes dans les infractions, mais quand même. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a maintenant... jusqu'à 2013, on pouvait encore justifier la pénalisation spécifique du proxénétisme par l'absence d'autres outils comme pénalisation de l'esclavage, travail forcé, réduction en servitude. Depuis 2013, on a un peu cette espèce de doublon qui n'est justifié que par la lutte. Et là, ce que vous décrivez comme situation, c'est une situation d'exploitation, de réduction en servitude, qui sont pénalisées aussi dans le code pénal, mais qui vont relever d'infractions généralistes et non pas spécifiques, à la différence de la prostitution qui a ses infractions spécifiques. Petit point sur la question de l'accès donc au droit. Nous n'avons pas eu un cas de proxénétisme, mais c'était une question de violence conjugale. La personne était sans papier, donc pas le droit à l'aide juridictionnelle. Ça montre très bien. Si elle est victime, si. À l'époque, on avait saisi la préfecture pour ça. Ils ont refusé de lui donner des papiers et le tribunal refusait de donner à l'époque. C'était au moins 3 ans maintenant, c'est peut-être que ça a changé, de donner les juridictionnels. Alors, le tribunal est en faute dans ce cas-là. Oui, c'est le bureau d'aide juridictionnelle quand on est victime partie civile. Mm-hmm. On n'a pas besoin d'avoir... Ça fait partie... Il y a des exceptions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle sans avoir de titre de séjour. Il se trouve que pour les parties civiles, elles relèvent de ces exceptions. Après, la difficulté qui peut exister malgré tout, c'est qu'il y a généralement des conditions de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, sauf pour certaines infractions. Donc, il y a les infractions justement de viol, torture, meurtre, tout ça, pour lesquelles on n'a pas besoin de justifier ces ressources. Et les autres, il faut justifier
qu'on est en dessous de moins de 1 000 euros par mois. Et je précise ça, c'est parce qu'en fait, ça peut parfois être compliqué. Et nous, on a connu des situations comme ça. C'est que, par définition, prouver l'inexistence, ça peut être assez compliqué. Et selon l'activité des personnes, nous, on a vu des travailleuses du sexe victimes de violences qui, normalement, avec une attestation sur l'honneur, ça fonctionne, puisque elles ne déclarent pas forcément leurs revenus, donc elles n'ont pas de justificatif du fait de leurs ressources. Et on a vu des rejets d'aide juridictionnelle parce que les personnes n'étaient pas en mesure de justifier qu'elles gagnaient en réalité moins de 1 000 euros par mois. Mais ce qui n'est pas lié, pour le coup, à la question des papiers. Et c'est assez dur, mais très clairement, dans le dernier trimestre de l'année, vous aurez plus de rejets sur ces fondements-là que dans la première moitié de l'année. Parce que juste les fonds commencent à s'amoindrir. Enfin, je veux dire, il y a un espèce de pragmatisme assez injuste, mais qui est un principe de réalité. Je voulais juste témoigner sur la question de l'accès au droit, justement, et de leurs difficultés qui rentrent dans le cadre, en fait, de tout ce qui est, toute la loi contre les immigrés, quoi, parce qu'en fond, elles sont surtout des sans-papiers, et je crois qu'elles sont considérées comme ça. Et donc, c'était juste un cas d'une Nigériane qui a été donc victime de la traite en Espagne, qui a traversé la frontière comme elle a pu. Et puis, elle est arrivée dans notre association. On a fait une demande. Elle avait été contrôlée en Espagne, donc dans le cadre du Dublin. Voilà, bon. Mais comme ces proxénètes étaient en Espagne, elle espérait pouvoir échapper à ça en passant une autre frontière. Et quoi qu'on ait fait, tout ce qu'on a fait, on a fait une demande d'asile pour la protéger, d'accepter qu'elle refasse une demande d'asile en France, malgré le fait qu'elle soit. La préfecture a d'abord considéré qu'elle était sans papier et lui a refusé cette protection. Bon. Elle n'est pas en Espagne, mais elle a disparu. Elle a disparu du jour au lendemain. On pense qu'elle a été reprise par le réseau nigérien en France, parce qu'ils sont extrêmement efficaces. Mais voilà, donc on n'a pas pu obtenir une protection pour elle parce qu'elle avait essayé de fuir l'Espagne. Donc voilà, elle a été retrouvée rapidement par un autre réseau et puis on n'a plus de nouvelles, quoi. Voilà. C'est ça, je crois que c'est le cadre général des difficultés, si on peut appeler ça la difficulté, mais pratiquement l'impossibilité d'accès au droit pour ces personnes, quoi. Oui, merci pour vos exposés. C'était très clair. Je crois qu'on a bien compris les problématiques et les enjeux. Mais alors maintenant, sur le plan concret, c'est-à-dire que finalement, pour défendre ces femmes, finalement, et essayer de les faire régulariser d'une manière ou d'une autre à terme, quels sont les moyens qu'on pourrait, les arguments qu'on pourrait utiliser vis-à-vis, si vous voulez, du public? Parce qu'en fait, il faudrait, pour que, c'est un peu comme pour par exemple, les parents d'enfants scolarisés. Bon, on est arrivé par une pression, je dirais, de la population, des collectifs qui se sont montés, etc., à faire évoluer les choses. Bon, ça, c'est pas, on n'est pas au top, mais enfin bon, il y a quand même une amélioration par rapport à ce qu'il y avait avant. Et là, donc, quels pourraient être les arguments qu'on pourrait développer pour justement aider ces femmes à se faire régulariser? Est-ce que vous avez... voilà, moi, parce que le constat est terrible. Mais en fait, je pense que la question... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. C'est pas aider ces femmes à se faire régulariser, c'est aider ces femmes à avoir accès aux droits. Donc c'est pas... Bien sûr que ça passe par la régularisation, mais en gros, je pense qu'il y a deux choses. Vous avez un t-shirt ouvrant les frontières, donc ça c'est bon. Mais j'ai l'impression que c'est devenu tellement utopique de dire ça, et tellement... Mais en fait, c'est vraiment, je pense, à l'origine de beaucoup de problèmes. Donc vraiment tenir un discours sans relâche sur la libre circulation des personnes. Même si, quand vous voyez ce que la France fait avec les réfugiés et les migrants, je pense qu'on est vraiment... On est
on est très, très loin du compte. Mais après, le discours sur cette question spécifique, ce que je disais dans mon exposé, c'est décloisonner cette question la question de la prostitution des questions strictement prostitutionnelles. C'est vraiment important de ne pas être... c'est vraiment important, enfin, on ne se rend pas compte parce qu'ici, on est dans un cadre peut-être un peu plus ouvert, mais c'est quand même un débat qui est tellement clivé, qui est aussi tellement violent dans le milieu associatif. Beaucoup d'associations, en fait, de suivi et des sans-papiers d'immigrés, de migrants, décident de ne pas investir le terrain de la traite parce que c'est trop galère. Enfin, dans le sens où, voilà, ils veulent pas entrer dans les débats avec pour ou contre la prostitution. Donc, je pense qu'il faut tenir un discours sur l'accès au droit. Et aussi vraiment insister sur le fait qu'il faut distinguer la nature d'une activité et ses conditions d'exercice. Donc, c'est pas la prostitution en soi qui devrait poser problème, mais les conditions dans lesquelles elle s'exerce et qui peuvent inclure de la contrainte ou pas. Mais enfin, je sais pas, toi, tu... Mais je pense que l'idée, c'est vraiment... alors, forcément, je prêche pour ma chapelle, mais c'est... À un moment donné... bon, de toute façon, la fermeture des frontières, ça favorise l'exploitation des personnes. Pour, à un moment donné, pouvoir passer les frontières. Donc, effectivement, la base, c'est... je veux dire... abattre les murs de l'Europe forteresse, déjà, il y aura un... Oui, non, mais voilà, mais... Non, mais bien sûr, mais c'est... Je n'ai jamais entendu, dans les débats sur la traite et la prostitution, enfin, vous n'avez aucune association qui tient vraiment ce discours. Parce qu'elles sont tellement prises dans le travail de tri, d'identification, de ne pas perdre la face devant la préfecture, devant les services de police, etc. Elles ne politisent pas leur cause en ces termes-là. Je suis désolée, les associations abolitionnistes, par exemple en France, leur principal combat, c'est la lutte contre la prostitution. La difficulté, je crois que c'est ça, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est à un moment donné sortir de la question de la lutte contre la prostitution. Parce que c'est fondamental. Mais voilà, mais qui fait que du coup, on ne peut pas comprendre quand on est complètement dans une perspective exclusive de lutte contre la prostitution, que la problématique première, c'est pas de lutter contre la prostitution, mais de savoir pourquoi à un moment donné, il y a des gens qui vont payer tant pour migrer. Et que c'est ça qui est fondamental. Non mais voilà, et que après on paye de différentes manières, mais que l'enjeu c'est à un moment donné de passer une frontière qui ne peut pas être passée autrement. Mais quand je dis abandonner effectivement la question de la prostitution, c'est abandonner aussi à un moment donné ces distinctions entre les victimes. Je veux pas du tout minimiser le sort des victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, ni des victimes de traite à d'autres fins, ni le sort des victimes de proxénétisme. Je suis désolée, il se trouve que moi, dans notre travail quotidien, on accompagne des victimes d'autres formes de violence, et ça m'interroge quand même à l'heure actuelle que ce soit quasiment... Alors, c'est très difficile pour elles déjà d'avoir des papiers, hein, pour les victimes des bonnes infractions. Mais quand on est victime d'infractions qui pourraient être considérées tout aussi graves, c'est-à-dire qu'en tout cas, dans le code pénal, c'est aussi grave, c'est un crime, les peines sont aussi importantes, comme par exemple le viol, eh ben, on n'a pas le droit à des papiers. Et à un moment donné, sortir aussi de cette question, c'est-à-dire, en fait, la question, c'est pas savoir de quoi on est victime, c'est quand on est victime... Parce qu'on n'a pas de papier, on perd son statut de victime et on perd la possibilité d'accéder aux droits. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait les bonnes et les mauvaises infractions ? Je veux dire, on est dans un truc purement utilitariste. On sait très bien pourquoi il est prévu que les victimes de traite ou les victimes de proxénétisme puissent avoir des papiers. C'est parce qu'elles vont servir à la police pour faire tomber des réseaux. Mais bizarrement, bon, ben alors... Effectivement, apparemment, c'est très important, la question des réseaux de traite des êtres humains. Mais pourquoi c'est important ? C'est pas parce qu'ils seraient plus méchants, c'est pas parce que ce seraient des agresseurs beaucoup plus dangereux, beaucoup plus psychopathes. C'est parce qu'ils respectent pas les frontières.
Et que le grand tort, c'est qu'à un moment donné, eux, ils vont faire passer les frontières à des gens à qui on a interdit de faire passer les frontières. Donc c'est quand même hallucinant. Et c'est pour ça qu'il faut en fait juste, pendant 5 minutes, oublier la question de la prostitution. Et toujours, je pense, essayer d'élever le débat et dire, la question, c'est la question des personnes migrantes victimes de violences, quelles que soient ces violences, et comment est-ce qu'on peut... Et donc arrêter de rentrer aussi dans tes clichés, parce que j'évoque les associations abolitionnistes qui sont obnubilées par la question de la lutte contre la prostitution et qui perdent de vue le fait que les personnes, elles peuvent être victimes de traite, mais à un moment donné, elles ont aussi fait des choix. Et qu'on n'est pas dans... Vous savez, il y avait eu sur les filles enlevées par Boko Haram, tout ça, et elles se sont toutes retrouvées sur les trottoirs d'Europe, et dans des espèces de dramatisation de situation. Je connais absolument pas le sort de ces personnes-là, et je ne veux pas me prononcer là-dessus. Mais en fait, la majorité des victimes de traite à l'heure actuelle en France, c'est pas des personnes qui ont été enlevées et qui sont tassées. Enfin, on n'est pas dans les films. Et si on pense avec les schèmes des films, ça marchera pas. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut casser, c'est qu'on est dans des clichés véhiculés et qui oublient qu'il y a des problématiques en fait fondamentales. Mais je pense aussi que la division du travail associatif, vraiment, il y a une division du travail où chacun est spécialisé sur une catégorie empêche en fait la réflexion un peu, empêche cette montée en généralité. Chacun est spécialiste de son petit groupe. Et alors, je rejoins complètement Sarah dans ses conclusions. En fait, quand j'ai étudié les premières mobilisations de la lutte contre la traite en France, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu une plateforme de lutte contre la traite qui a été lancée par le Bus des femmes et le Comité contre l'esclavage moderne. Et donc, ils ont créé une plateforme de différentes associations. Il y a des associations qui se sont retirées de la plateforme. C'est très intéressant, par exemple, comme le GISTI, parce qu'ils ont senti qu'avec la traite, on allait faire la distinction bons et mauvais immigrés, bons et mauvais migrants. Et ils voulaient éviter ça à tout prix. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Il faut revenir sans cesse à cette histoire de libre circulation des personnes, parce que c'est très genré. Avec la traite, on a quelque chose de très genré. On a les femmes, et les femmes, c'est des bonnes victimes par excellence, alors que l'homme, il est forcément un passeur, c'est forcément celui qui exploite, c'est forcément le méchant, etc. Et c'est très, très difficile. On parle de la difficulté des femmes qui ont subi des contraintes à accéder aux droits, mais pour les hommes, je pense que c'est vraiment mission impossible, à moins qu'ils soient mineurs et encore qu'ils soient capables de le prouver.